Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de l'univers captivant d'Ico et analyser en profondeur son personnage éponyme. Let's go. Donc Ico est un jeu qui a marqué les esprits et qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du gaming, grâce à son style artistique unique, son gameplay novateur, sa narration subtile, son exploration émotionnelle des deux personnages principaux, à savoir Ico et Yorda, dont on aura d'ailleurs largement l'occasion de parler au cours de cette vidéo, et enfin, son influence sur bien des jeux ultérieurs tels que Journey, Rim ou même Gris, jeu espagnol de son état. Encore une fois, Ico est un jeu visuellement captivant, offrant une expérience immersive et surtout poétique. Mais ça c'est un peu la signature des jeux de Fumito Ueda, qui est donc évidemment le développeur de ce jeu. Aussi, explorons tous ensemble les 5 raisons qui selon moi rendent le jeu Ico si mémorable. Mais avant cela, on va quand même faire un petit résumé rapide de l'intrigue du jeu afin de savoir quand même de quoi on parle. Donc Ico, c'est un jeu d'aventure développé par Fumito Ueda, comme je viens de le dire, sorti en 2001. L'histoire se déroule dans un mystérieux château où le protagoniste éponyme, donc Ico forcément, se retrouve emprisonné en raison de la paire de cornes qui jaillissent de part et d'autre de son crâne. Les habitants de son village considèrent ces mêmes cornes comme étant une malédiction et les voient comme un présage de malheur. C'est pour cette raison malheureusement que le pauvre garçon se voit exilé au sein de ce château. D'ailleurs on reparlera de cette superstition autour des cornes en fin de vidéo, afin d'essayer de l'expliquer à la lumière de l'autre jeu de la trilogie de Fumito Ueda, à savoir Shadow of the Colossus, donc restez jusqu'à la fin. Alors, pendant qu'Ico cherche un moyen de s'échapper du fameux château, il fait la rencontre d'une jeune fille à l'aspect éthéré, nommée Yorda, elle aussi captive de ce lugubre endroit. Yorda possède des pouvoirs mystiques, et Ico réalise que sa liberté dépend de sa capacité à collaborer avec elle, en dépit du fait que nos deux protagonistes ne parlent manifestement pas la même langue. Pour ceux que ça intéresse, la langue d'Ico est dérivée plus ou moins du japonais et du chinois, tandis que celle de Yorda est basée sur des éléments de la langue française, donc voilà, faites de cette info ce que vous voulez. Ces deux-là doivent désormais travailler ensemble pour résoudre des énigmes, surmonter des obstacles et échapper aux créatures sombres qui hantent les couloirs du château et dont le but est clairement de capturer Yorda, sur ordre de la grande méchante du jeu, sobrement nommée la Reine. Au fur et à mesure de leur avancée, une relation spéciale se développe entre Ico et Yorda, et ce malgré la barrière de la langue susmentionnée. Ils communiquent par le biais de gestes et de signaux, renforçant ainsi leur lien émotionnel de façon totalement inédite dans le paysage vidéoludique, en tout cas de l'époque. L'objectif d'Ico est désormais de guider Yorda vers la liberté et de les libérer tous les deux de l'emprise du château, et de la reine également. Cependant, des forces obscures et mystérieuses se dressent sur leur chemin, cherchant à les séparer et à les empêcher d'échapper à leur destinée tragique. Bon, maintenant que c'est fait, voyons ensemble les 5 raisons pour lesquelles ce jeu casse tout simplement la baraque. Alors première raison, évidemment, c'est l'évolution et le développement du personnage d'Ico. Alors au cours de son jeu, le jeune Ico subit une évolution et un développement que l'on pourrait qualifier de significatif, ça c'est une évidence. Au début de l'histoire, Ico est un jeune garçon rejeté et marginalisé par sa propre communauté. Et au fur et à mesure de sa progression dans le château et avec Yorda, Ico fait preuve d'un courage et d'une détermination grandissante pour protéger Yorda. Il développe un lien profond avec elle, bien que leur communication se fasse, comme je l'ai déjà dit, principalement par des gestes et des regards, plutôt que par des mots. L'évolution d'Ico se manifeste également par son interaction avec l'environnement du jeu. Il résout des énigmes, escalade des structures et surmonte des dangers, afin de pouvoir progresser dans leur quête commune, à lui et à Yorda. Il gagne en confiance et en compétence au fil du jeu, devenant de plus en plus habile dans sa capacité à protéger Yorda et à surmonter les obstacles. D'autant plus qu'il gagne de meilleures armes au fil du jeu, passant d'un bâton à une épée, à une masse d'armes, et peut-être même à un sabre laser, sait-on jamais. De plus, Ico se confronte également à des adversaires mystérieux et menaçants, on en a déjà un peu parlé, que l'on appelle les ombres, de manière un peu sobre, et dont le but est de reprendre Yorda. Sa détermination à la protéger se renforce au fur et à mesure du jeu, et au fur et à mesure qu'il fait face à ces dangers. Et ce, malgré le fait qu'il galère clairement à protéger sa compagne, et qu'il se ramasse souvent des énormes torgnoles par les ombres, qui lui font bouffer le tapis. Ico n'abandonne cependant jamais, et on sent que son attachement à Yorda vient surtout du fait qu'il est la seule personne qu'il ait jamais accepté tel qu'il était, en dépit de ses cornes, et Ico n'a absolument pas envie de perdre le seul être capable de l'accepter. En fin de compte, Ico apprend au cours du jeu l'importance de l'entraide, ainsi que du soutien mutuel, et son voyage le transforme en un personnage mature et résilient. Ensuite, second point, on a quand même la relation entre Ico et Yorda, qui est évidemment au cœur de l'histoire, ainsi que au cœur du jeu. Leur communication sans parole et leur dépendance mutuelle créent un lien émotionnel puissant entre eux. Ico devient le protecteur de Yorda, tandis que celle-ci lui apporte un soutien et une aide précieuse tout au long du périple. Ce qui est sympa avec Yorda, c'est qu'en général, quand on la laisse vaquer à ses occupations, de manière un peu automatique, elle nous guide, elle nous montre, voilà.
le chemin à prendre si jamais on est perdu. Ça m'est arrivé plus d'une fois, hein. Parfois j'arrive dans une grande salle, je sais pas où aller, je laisse Yorda marcher un peu où elle veut, et généralement elle dit « Oh, non, c'est par là !» Donc voilà, c'est assez sympathique, et ça la rend utile. Donc forcément, voilà quoi, on s'y attache. Cette relation unique fait vibrer les joueurs que nous sommes, et on peut dire sans trop se risquer, qu'Ico est la meilleure mission d'escorte, tout jeu confondu. Aussi, il est intéressant de noter que certains psychologues et psychiatres usent de ce jeu comme d'une thérapie. J'avais d'ailleurs vu un petit reportage là-dessus, je crois sur France 2 il me semble, il y a bien longtemps, c'est toujours bon à savoir, bref. Allez, troisième point, il faut quand même parler de la notion de petitesse dans l'immensité du château. Ico évolue dans un monde vaste et imposant, représenté par le château mystérieux. Le contraste entre sa petite stature, tout mini, et l'immensité des lieux crée une atmosphère de solitude et d'isolement, renforçant ainsi le sentiment d'aventure solitaire et la vulnérabilité d'Ico, et ainsi qu'Yorda. Cet aspect visuel souligne l'importance de la persévérance et de la détermination face à l'adversité, et c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les jeux du Ueda, notamment Shadow of the Colossus, cette notion de petitesse face à l'immensité de ce qui nous attend. Oh, poor baby. Concernant le gameplay, Ico propose une jouabilité unique ainsi que novatrice. Les mécanismes de résolution de puzzles et de plateformes sont parfaitement intégrés à l'histoire. C'est très diégétique, pour ceux que ça intéresse, ce qui permet aux joueurs de s'immerger pleinement dans l'univers du jeu. J'ai mal à l'épaule gauche, je vais pas vous mentir. Le système de combat minimaliste, axé plutôt sur l'évitement plutôt que sur l'affrontement direct, ajoute une dimension tactique et renforce le sentiment de vulnérabilité d'Ico. Le mec, c'est clairement pas G.I. Joe, c'est juste un petit marmot qui se bat avec un bâton random, donc forcément, tu peux pas te la jouer Conan le barbare contre les ombres. Ça, c'est une évidence. Et finalement, cinquième point, Ico a été salué comme étant un jeu révolutionnaire qui a repoussé les limites du storytelling dans les jeux vidéo. Son approche poétique, son ambiance immersive, sa narration subtile ont influencé de nombreux jeux qui ont suivi, par la suite, forcément. Et voilà, je vous ai déjà fait une petite liste au tout début, avec Journey et toute la smala. Ico a clairement ouvert la voie à un nouveau genre de jeu narratif qui met l'accent sur l'émotion et sur une esthétique évocatrice, ajoutant une dimension artistique à l'expérience de jeu qui pouvait être qualifiée d'inédite en 2001. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de parler comme Fred là, dans Fred et Jamie. Bref, peu importe, vous m'excuserez. Bon alors, je pense qu'on a maintenant fait le tour des qualités d'Ico, le personnage et le jeu également. Alors, je vais me permettre une petite parenthèse, voilà, une petite tangente, et vous parler ainsi de ma théorie préférée autour de ce jeu, et elle est en lien avec Shadow of the Colossus. Voilà. Donc, une théorie fascinante qui circule parmi les fans est celle qui suggère que Wander, le protagoniste de Shadow of the Colossus, serait en réalité l'ancêtre d'Ico. La théorie suggère ainsi que l'histoire de Shadow of the Colossus pourrait se dérouler bien avant celle d'Ico. Wander serait donc un ancêtre lointain du personnage, évidemment, du garçon cornu, dont les actions dans Shadow of the Colossus auraient des répercussions directement sur l'univers d'Ico. Cette théorie se base sur plusieurs similitudes entre les deux jeux et leurs personnages. Bon, premièrement, ça c'est une évidence, les deux jeux sont développés par la même équipe, à savoir la Team Ico, ce qui sème déjà les graines d'une possible connexion entre les deux univers. De plus, les graphismes et le style artistique distinctif de cette Team Ico se retrouvent dans les deux jeux, créant ainsi une atmosphère visuelle similaire. Parce que l'architecture, je trouve, de Ico et de Shadow of the Colossus, ça fait très mésopotamien, je trouve, bref. En tout cas, il y a une patte. Il y a clairement une patte qui est similaire. Mais surtout, le lien le plus évident entre ces deux personnages sont leurs cornes, et c'est là où ça devient intéressant. Les cornes de Wander, dans Shadow of the Colossus, apparaissent à la toute fin du jeu, et sont en effet la marque du péché qu'il a commis en terrassant les 16 colosses, dans l'espoir de ressusciter sa bien-aimée Mono, ce qui l'amène à payer un prix extrêmement élevé et à succomber à des forces obscures. À savoir Dormine, mais on en parlera dans une vidéo future. Faites-moi confiance là-dessus. Donc, Ico serait le descendant de Wander, d'après cette théorie, et aurait hérité de ses cornes, ce qui est une interprétation intéressante et plausible. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi les cornes d'Ico sont considérées comme étant une malédiction, et que le pauvre garçon se soit fait virer manu militari de son village, car ces cornes représenteraient symboliquement le péché originel de Wander, qui se transmettrait à travers les générations. Dans l'ensemble, l'idée que les cornes d'Ico puissent être héritées de Wander et représenter une sorte de malédiction transmise à travers les générations est une interprétation vraiment fascinante, qui enrichit la compréhension et la symbolique du personnage. Cela témoigne de la profondeur et de la complexité des univers créés par Fumito Ueda, où les éléments visuels et narratifs peuvent être sujets à différentes interprétations et théories. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à la fin de leurs jeux respectifs, Ico perd ses cornes, lors de son affrontement épique contre la reine, alors que Wander se voit justement affublé d'une paire de cornes, la même paire d'ailleurs qu'il léguera, selon la théorie encore une fois, génétiquement à son descendant Ico. La perte des cornes d'Ico à la fin peut être interprétée comme une métaphore symbolique de la purification ou même du rachat des actions passées de Wander. Cela peut représenter une rupture avec les erreurs commises par son ancêtre, donc pour l'ancêtre d'Ico, et une chance de rédemption
pour la lignée familiale, grâce au fait qu'Iko batte la méchante reine. Voilà. Enfin bref, si mère Fumito, putain, ça c'est une évidence. En conclusion, Iko est le personnage d'Iko, donc Iko le jeu et son personnage éponyme, offre une expérience de jeu inoubliable grâce à son évolution, sa relation touchante avec Yorda, sa jouabilité innovante, son impact sur le monde du gaming, son ambiance poétique et mélancolique, j'en passe et des meilleurs. Iko est un exemple absolument extraordinaire de storytelling et de jeu qui va bien au-delà des conventions du genre, offrant aux joueurs que nous sommes une expérience profonde et émotionnelle. Et même au niveau des jeux qui sont sortis après et qui se sont clairement inspirés d'Iko, je vous ai pas tout mis, hein. Par exemple, je pourrais aussi vous parler des Sables du Temps, hein. Prince of Persia et Sables du Temps, qui clairement, c'est clairement inspiré d'Iko, hein. Voilà. Avec la dynamique entre Pharah et le prince, enfin, je veux dire, bon, excellent jeu d'ailleurs, s'il en est, je pourrais même peut-être faire une vidéo là-dessus. Il y aurait de quoi discuter. Bon, je vais terminer la vidéo ici, voilà, tout simplement. Parce que j'essaie quand même de faire en sorte que les vidéos soient pas trop longues, hein, afin de pouvoir les monter sans pour autant m'arracher les cheveux. Mais c'est clair que j'aurais d'autres choses à dire. Par exemple, je pourrais vous parler de la théorie de la fin, comme quoi Yorda en fait serait morte, et que ce que voit Iko à la toute fin dans la barque et tout, nanani, comme quoi Yorda, sans aucune raison, est en fait pas morte. Il y a pas mal de théories, qui d'ailleurs même Ueda lui-même a sous-entendu que en fait elle est morte et que tout ça c'est juste une illusion d'Iko qui arrive pas en fait à faire le deuil de Yorda. Bref, voilà, peut-être que l'happy ending est peut-être pas si happy que ça. Bref, il y aurait plein de choses à dire sur ce jeu qui est incroyable, un de mes jeux préférés, mais je vais m'arrêter là, voilà, pour éviter de trop en faire. Bon, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, dites-moi s'il y a un autre jeu, peut-être éventuellement un peu artistique, comme ça, comme Iko, que vous aimeriez que je tacle et que j'analyse. Prenez soin de vous et à la prochaine. Et évidemment, attendez-vous à une petite vidéo sur Shadow of the Colossus incessamment sous peu.